propose maintenant qu'on démarre la première table ronde qui est consacrée à la transition énergétique, le thème de la transition énergétique, où en est-on, avec Jérôme Roch, directeur régional de l'ADEME, avec lequel on évoquera les mix énergétiques, Philippe Edom, responsable du pôle énergie de la DEAL sur les enjeux des programmations pluriannuelles de l'énergie, Julien Lafont, directeur de l'eau et de l'énergie au Conseil régional de Guadeloupe. J'ai deux prénoms sur ma note, donc M. Avognon est gentil de choisir Christophe ou Martin. Christophe. Bah, écoutez, si vous voulez Christophe. Donc Christophe Avognon, directeur régional d'EDF SEI en Guadeloupe, sur le rôle et les actions de gestionnaire du réseau. Un échange avec le public et je vous rejoins à la tribune. La parole d'abord à Jérôme Roch. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais essayer un petit peu au pas de charge de faire un petit descriptif des situations, des contextes énergétiques sur les trois territoires. J'ai préparé quelques diapositives, sachant qu'effectivement, allons-y, ouais, sur la partie Guadeloupe, on a plus d'informations, un plus grand historique, parce que Synergile et l'OREC, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, existent depuis longtemps ici. Donc on a une richesse, une diversité de données qu'on n'a pas encore forcément sur les deux autres territoires, sachant que les deux autres territoires ont adopté pour Saint-Barthélemy et va adopter pour Saint-Martin leur programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça permet aussi un peu d'attaquer ces questions. En Guadeloupe, on a 2/3 des consommations énergétiques qui relèvent du carburant transport. Donc on parlera avec Christophe Avognon beaucoup d'électricité. Il n'empêche qu'il faut savoir que sur nos territoires, on consomme beaucoup de carburant routier et que bien sûr, hormis le véhicule électrique qui arrive petit à petit, on est d'abord sur des consommations fossiles, bien sûr. Et alors peut-être diapo précédente. Oui, c'est ça. Et encore, ouais, vous êtes allé vraiment très très vite. L'électricité à 25%, et puis on a d'autres combustibles comme le butane pour la cuisson par exemple. Donc la diapo suivante, on est sur, alors en bas, en bleu, l'électricité. On voit que l'électricité, elle augmente tranquillement de 2008 à 2016 à peu près, et puis on a une stabilisation des consommations électriques à peu près. Alors bon, après il y a les crises Covid, qu'on voit surtout sur les carburants d'ailleurs. Le carburant augmente très régulièrement. C'est du carburant maritime, transport routier et aviation. Et puis on a le creux de la crise Covid 2020, aussi crise sociale en 2021. Donc là, les 2 dernières années ne sont pas forcément significatives. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que nos consommations électriques en Guadeloupe sont relativement stabilisées, voire en décroissance. Alors que sur le transport, je pense qu'on est toujours, malgré les 2 dernières années sur le graphique, encore en croissance. Sur la diapo suivante, donc les répartitions, alors là, spécifiquement sur l'électricité, on est à peu près à moitié sur le résidentiel, et puis le reste sur l'activité professionnelle. Ensuite, quelques idées de postes de consommation pour le tertiaire et l'industrie, pour avoir une petite idée, parce que j'ai fait un petit focus sur les entreprises, bien sûr, ce qui nous intéresse. Donc sur le tertiaire, c'est d'abord le besoin de rafraîchissement, donc la climatisation, qui est le premier poste, et aussi avec le froid, tout ce qui peut être stockage, entreposage. Le reste, les autres, en fait, c'est ce qu'on appelle souvent l'électricité spécifique, c'est-à-dire votre ordinateur, les photocopieurs et autres appareils numériques qui prennent de plus en plus de place. Sur l'industrie, c'est surtout l'aspect force motrice, les moteurs, les pompes qui sont d'abord le premier poste de consommation électrique, et puis ensuite on arrive sur du froid aussi. On a beaucoup d'industries agroalimentaires en Guadeloupe, donc c'est assez normal. Voilà. Ensuite, le mix électrique. Alors d'où vient notre électricité en Guadeloupe ?
C'est d'abord une production fossile, mais de moins en moins. On le verra d'ailleurs sur la diapo suivante. Donc on est 2/3 d'énergie fossile avec la centrale EDF PEI à Jarry, et puis la centrale du Moule qui est encore en partie au charbon. Et puis ensuite, on a de plus en plus une insertion d'énergie renouvelable à 34% en 2021. On va dire 3 grands... alors, il y a la biomasse, on le verra dans la diapo suivante, qui augmente énormément parce que Albioma est passé partiellement au pellet, c'est-à-dire au bois. Et sur les énergies renouvelables locales, le trio de tête, c'est la géothermie, le photovoltaïque et l'éolien à peu près aux mêmes ordres de grandeur. Voilà. Et puis il y a une partie de biomasse locale qui est la bagasse en saison canière. Sur la diapo suivante, on voit le bond des énergies renouvelables sur l'année 2021, puisqu'il y a l'insertion de biomasse importée, mais avec quand même, de toute façon, même si on efface cette année 2021, une augmentation assez régulière de l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau électrique guadeloupéen. Et puis... Ensuite, voilà, je passe sur Saint-Martin. Alors Saint-Martin, c'est un peu le même profil que la Guadeloupe. On a du transport à presque 60%, et puis le reste en électricité. Alors ce qu'il faut savoir à Saint-Martin, c'est qu'on est quasiment 100% carboné, c'est-à-dire que l'électricité vient d'une centrale, enfin de 2 centrales au fioul, l'une centrale EDF et l'autre Contour Global. Et ces deux centrales, ces 2 tranches produisent 100% de l'électricité de Saint-Martin, partie française, et le reste c'est du carburant transport. Donc on le verra aussi sur Saint-Barth. On va dire que les énergies renouvelables pour l'instant sont quasiment inexistantes. La diapo d'après doit montrer un petit peu la répartition sectorielle de ces consommations d'énergie à Saint-Martin. Donc on retrouve le transport sur la partie gauche. Et puis pour le reste, on a du résidentiel d'abord, et puis une partie tertiaire assez importante, parce que Saint-Martin, bien sûr, vit en particulier des activités touristiques de restauration. Donc on le voit bien sur les consommations électriques sur cette partie droite du camembert. Et puis ensuite à Saint-Martin, alors ça c'est les évolutions de consommation énergétique. Donc en bas l'électricité, et puis en haut les carburants. On voit alors après, dès 2017, une baisse des consommations globales. C'est bien sûr Irma, qu'on retrouvera aussi sur la courbe de Saint-Barth, mais de manière beaucoup plus accentuée sur Saint-Martin, qui n'a toujours pas retrouvé son niveau de consommation pré-Irma, que ce soit en électricité, mais aussi sur les transports. On note aussi sur Saint-Martin une baisse de population, ce qui fait que forcément les consommations énergétiques reflètent en partie l'activité et le nombre de personnes sur le territoire. Et puis je pense qu'on peut passer sur Saint-Barth. Saint-Barth, on a une proportion un petit peu inverse. C'est la production d'électricité qui est la majeure partie des consommations à Saint-Barth. On va dire qu'on est encore sur un plus petit territoire, donc effectivement la mobilité joue un rôle un petit peu moins important. Mais là aussi, comme je vous le disais, on est de toute façon, que ce soit en production d'électricité ou en transport, sur des consommations fossiles de fuel, de carburant routier. Sur Saint-Barth, je crois que sur la diapo d'après, on doit avoir une petite évolution. Oui, c'est ça. Et donc là, on voit aussi, de la même manière, le creux à partir de 2017, la baisse qui s'amorce, et puis en fait, les consommations reprennent assez rapidement dès 2019. Et on voit que ces consommations sont vraiment en hausse. Il faut être clair sur Saint-Barth, on atteint en particulier en termes de production électrique des limites.
Je pense que les personnes d'EDF pourront le confirmer, mais la préoccupation d'EDF sur le territoire, c'est de passer la pointe, en particulier le soir de Thanksgiving ou le 31 décembre au soir. Hein, c'est vraiment ça. Donc effectivement, sur Saint-Barth, il y a encore plus qu'ailleurs, mais à Saint-Martin aussi et partout, il y a un vrai intérêt à faire de l'efficacité énergétique. C'est un peu la stratégie sans regret, en plus de forcément passer progressivement aux énergies renouvelables. Sur la planche précédente, on ne voyait pas l'impact de l'usine liée à Paprec Non, alors sur la deuxième tranche de l'unité d'incinération des ordures ménagères, si je ne me trompe pas, on est sur une production de chaleur qui vient évaporer l'eau pour faire de la... Oh là là. Pardon ? Désalinisation. Désalinisation, oui, merci. Le week-end a été difficile. Oui, pour la désalinisation. Donc, sauf erreur, l'UIOM ne contribue pas à la production d'électricité. Elle vient juste en déduction d'une consommation électrique. Alors, il y a un projet, effectivement. Je vous en prie. Non, mais je comprends ce que vous dites, mais pour le coup, alors sans s'apesantir là-dessus, mais cet exemple est intéressant parce que en termes de regard sur le bilan, il y a une espèce de biais méthodologique, puisque sinon, pour la désalinisation, il faudrait une autre énergie. Donc, l'effort est gommé, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui, effectivement. Là, on est sur la consommation, on n'est pas sur une, on va dire, non-consommation. Mais on va dire que ça contribue à faire baisser ou à ne pas faire augmenter plus la courbe de la diapo suivante. Voilà. Mais vous avez raison. Je crois que sur Saint-Barth, j'avais à peu près terminé, je crois. Voilà, donc je laisse la parole à... J'ai été peut-être un peu long, je laisse la parole aux autres intervenants. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir souligné la dimension transport, parce qu'assez souvent, quand on trace les perspectives de transition énergétique, on s'adresse à la dimension électricité, qui est à bien des égards la plus simple à résoudre, et on oublie le poids considérable du transport sur nos territoires. Philippe Edom. Merci. Maintenant, je vais vous faire donc une présentation sur les PPE de ces territoires, en Guadeloupe, Saint-Martin et donc Saint-Barthélemy. Mon plan de présentation va se faire en 3 points. Très bien, donc je vais manger. Donc il apparaît que les PPE, ce sont des outils pour mener à bien la transition énergétique. Et dans les ZNI, on va voir ce que c'est les PPE. En deuxième point, on verra les enjeux des PPE sur ces 3 territoires. Pour la Guadeloupe, il s'agit d'une révision. Pour Saint-Barthélemy, c'est une nouvelle PPE, également pour Saint-Martin. Et enfin, on fera un point sur les étapes de ces PPE et avant d'être adoptées. On va passer à la première slide. Donc, les PPE ont été introduits par l'article 203 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ça a été après repris dans le code de l'énergie à l'article 145.5. Les PPE sont des documents stratégiques et qui fixent les axes de la politique énergétique des territoires, qui hiérarchisent ces enjeux, qui identifient les risques ainsi que les difficultés, et ceci afin de réaliser la transition énergétique de ces territoires. Les PPE reposent sur 4 axes. Le premier, c'est la sécurité d'appro, la sobriété énergétique, le développement des ENR ainsi que la mobilité propre. Tu peux passer s'il te plaît. Donc les PPE sont élaborés entre l'État et les exécutifs des territoires. En Guadeloupe, c'est entre l'État et la région. Sur Saint-Martin, c'est entre l'État et les COM. Les PPE sont faits à l'aide de copiles. Dans ce copil, on représente l'État. Il y a les exécutifs. On a aussi EDF en tant que gestionnaire du réseau de transport.
également donc, l'ADEME. Les PPE donc, s'appuient sur les BPEOD, il s'agit des bilans et prévisionnels de l'équilibre donc, de l'offre et de la donc, demande. Ce document donc, il est établi par DF. Les périodes de la PPE, ça couvre une période de 10 ans. Pour les PPE de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, on va partir des années 2024 pour arriver jusqu'à l'année donc 2033. Effectivement, les PPE vont fixer dans le temps, sur une période de 10 ans, les actions majeures donc, qui en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie, de la sécurité d'appro et du développement des énergies renouvelables. On va passer ici. Si on parle des enjeux de ces PPE, pour la Guadeloupe, comme vous le savez, nous avons donc une PPE. Cette PPE donc, a été adoptée en 2017. Elle couvre la période de 2016 à 2023. En termes d'enjeux, la PPE qu'on est en train de travailler dessus avec la région, on va donc poursuivre le déploiement des ENR. On souhaite également réduire les émissions de gaz donc à effet de serre. On va retenir donc une approche régionale qui sera unique. On ne va pas séparer le territoire de Guadeloupe, de Grande-Terre, Basse-Terre et des îles. On va renforcer le volet social de la PPE. On va poursuivre les efforts en matière de MDE. Et enfin, on va apporter une attention particulière au transport. Ce qu'il faut noter, c'est que notre PPE s'achève en 2023. Et en conséquence, nous avons travaillé ce projet de décret simplifié de la PPE qui a pour but d'augmenter les objectifs en matière de PV et d'éolien. Et on espère que ce décret va sortir au cours du mois de juin. Maintenant, on va passer sur les enjeux de la PPE de Saint-Barthélemy. Il faut noter qu'à Saint-Barthélemy, le dernier document de planification date de 2009. Il s'agit de la PPI. C'est un document qui est ancien, qui a déjà 16 ans, 15 ans, voilà. Au niveau des enjeux, on en a 4. C'est garantir la sécurité d'appro électrique de l'île. Comme a dit M. Roch, aujourd'hui, on voit qu'on a une croissance très forte de la consommation électrique de l'île et que la centrale d'EDF de ce territoire va avoir des groupes à eux qui seront déclassés entre 2024 et 2029. On a aussi un enjeu de déverser la courbe de croissance de consommation sur ce territoire parce qu'on voit que les actions de maîtrise de la demande d'énergie n'ont pas vraiment démarré. On a le troisième enjeu, c'est engager la transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, sur ces Barthélemy, il y a à part quelques sources de panneaux solaires, toute la production est faite sur des énergies fossiles. Enfin, on est sur un territoire qui est restreint, qui ne dispose pas de raffinerie. Et l'enjeu, c'est de garantir la sécurité en hydrocarbures sur l'île. Maintenant, on va passer aux enjeux sur la PPE de Saint-Martin. Là aussi, le dernier document de planification date de 2009. On a 5 enjeux et principaux sur ce territoire. Encore une fois, c'est garantir la sécurité d'approvisionnement sur ce territoire en énergie. Sur Saint-Martin, on a des échéances qui vont arriver en 2023. On a une tranche de la centrale de Saint-Martin qui doit s'arrêter au 31-12. Et la deuxième tranche à son contrat et qui arrive à échéance également au 31-12. On doit également améliorer la réserve rapide sur ce système. Il s'agit qu'en cas d'incident sur le réseau, qu'on évite des délestages. Et pour ce faire, on doit mettre des moyens de stockage afin de diminuer le temps de coupure pour les clients. Le troisième enjeu, il concerne également le fait d'enclencher la maîtrise de la demande d'énergie sur ce territoire, avec l'influence de la partie hollandaise sur le territoire, également des États-Unis. On voit que sur Saint-Martin, il y a énormément d'appareils qui sont très énergivores.
Donc il faut qu'on trouve donc, des moyens de faire diminuer cette consommation. On doit également donc, enclencher la transition énergétique sur l'île, parce qu'aujourd'hui, le mix électrique, comme a dit M. Roch, est à 99% d'origine fossile. Donc il conviendra de développer donc, à la fois les énergies renouvelables, le PV et l'éolien, c'est la collectivité, donc on est donc d'accord. Ensuite, on va également garantir la sécurité d'approvisionnement en hydrocarbures sur ce territoire, parce que malheureusement, la partie française a un dépôt pétrolier qui est assez petit. Donc il faut qu'on garantisse sur cette île qu'il n'y ait pas de rupture. Je crois que j'en ai... Voilà. Maintenant, on va aller sur les calendriers de ces PPE. Au niveau de la Guadeloupe, on espère transférer le projet de PPE à la DGEC au ministère au cours du mois de juin. Les consultations vont démarrer en juillet 2023. Il s'agit d'une consultation de l'AE, également de la CRE. Après 3 mois, la DGEC aussi va donc consulter 5 organismes. Il s'agit de la CNTE, le Conseil supérieur de l'énergie, le comité d'experts de la question énergétique et le comité de gestion de la CSPE ainsi que le CSDPE. En décembre 2023, on pense pouvoir faire une consultation du public et on envisage une délibération de la région premier trimestre 2024 et le décret à la suite. Monsieur Julien Lafont qui est là va pouvoir donner des précisions. S'agissant du calendrier pour la PPE de Saint-Barthélemy, sur Saint-Barthélemy, c'est dommage que l'exécutif n'est pas là, mais ils ont délibéré ce projet de PPE en décembre 2023. Le document a été transmis au ministère en mars 2023. Les consultations vont être organisées en mai 2023 au niveau de l'AE et de la CRE. D'autres consultations auront lieu en septembre 2023. Il s'agit du CNTE et du CSE. En octobre, on fera également une consultation du public et on espère une adoption du document en décembre 2023. Dans le cadre d'espèces de Saint-Barthélemy, il n'y aura pas de décret parce que la COM a la compétence, comme aussi à Saint-Martin. Et enfin pour Saint-Martin, le projet de PPE va devoir subir une délibération par la COM en juin 2023, c'est le mois prochain. À la suite, le projet sera transmis au ministère en juin. Le ministère va effectuer les consultations de l'AE également de la CRE au mois de juillet. 3 mois après, d'autres consultations, là encore le CNTE et le CSE. Consultation du public pendant 1 mois au mois de décembre. Et on espère une délibération au mois de février 2024. Là encore, ce n'est pas le ministre qui prendra un décret, mais c'est bien la COM qui va faire cette délibération, parce qu'ils ont encore la compétence sur leur territoire. J'en ai fini. Si vous avez des questions, je peux répondre. Merci beaucoup. On prendra les questions sur l'ensemble de la table ronde. Merci à vous. Un instant, je me rends compte que je n'ai pas appelé le représentant du syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe. Est-ce que le représentant du CIMEG est arrivé? Non. Alors, Monsieur Lafont, directeur de l'eau et de l'énergie au Conseil régional de Guadeloupe. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Moi, c'est à titre personnel, un petit mot. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je reviens ici, puisque moi-même issu de l'université, j'ai reconnu beaucoup de visages et de professeurs qui m'ont formé à cette thématique, notamment le laboratoire Large qui m'a accueilli. Et aujourd'hui, effectivement, j'exerce les fonctions de directeur énergie eau au Conseil régional de la Guadeloupe. Et je ferai peut-être une présentation qui sera discordante par rapport à ce qui vous a été présenté. Je reviendrai dans quelques instants sur les chiffres de la PPE. L'objectif pour moi était davantage d'avoir ici un échange, peut-être dans ce format table ronde, pour mettre en avant quelques constats. Qu'est-ce qui se présente au-devant de nous en termes de problématiques et quelques perspectives qui permettraient en tout cas d'accélérer la transition énergétique pour ce qui concerne la Guadeloupe.
tout d'abord, ce constat qui est partagé, c'est vrai que j'aurais été plus confortable de parler après le directeur d'EDF Archipel Guadeloupe pour rappeler ce qui aujourd'hui fait notre électricité et ce que j'aime à qualifier de paradoxe guadeloupéen quant à notre production locale d'électricité, puisqu'il faut avoir en tête quand on raisonne à l'échelle de notre mix énergétique et particulièrement à l'échelle du mix électrique, que nous sommes dans une situation de surcapacité de production. En Guadeloupe, nous avons la capacité de produire plus d'énergie que nous ne pouvons en consommer. Et ça, issu d'un héritage auquel nous devons composer, l'héritage des années 80, où s'est dessiné un rattrapage économique en Guadeloupe, où la climatisation, l'eau chaude, électrique, l'industrialisation ont fait que nos courbes tendancielles de consommation d'électricité étaient telles que le législateur et les décideurs à l'époque, où la région n'était pas encore à la table, comme aujourd'hui, se sont vus dans l'obligation de sécuriser le territoire. Cette sécurisation, elle passe par Albioma, avec pas loin de 100 MW installés. Elle passe aujourd'hui par EDF PEI, avec 211 MW installés, issus d'énergie importée. Très confortable. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes en capacité de nous relever suite à un événement climatique. Nous sommes en capacité de nous appuyer sur ces socles pour développer. Et les chefs d'entreprise que vous êtes peut-être, et nous l'espérons, dans des conditions idéales pour développer vos projets sans vous soucier de la capacité du territoire à vous fournir l'énergie dont vous aurez besoin. Maintenant, nous sommes au défi de la diversification de ce mix électrique, car cette situation de territoire où tout est importé, effectivement, n'est pas satisfaisante sur le long terme. Et donc, il s'agit pour nous maintenant, que nous sommes aux côtés de l'État dans l'élaboration des programmations pluriannuelles de l'énergie, d'être en capacité d'asseoir une diversification de cette électricité en faisant progresser dans un rythme soutenable pour le territoire cette intégration des énergies locales. Je parle tout de suite de rythme soutenable car nous devons garder en tête que l'énergie est aussi un important maillon social en Guadeloupe, pourvoyeur d'emplois et d'activités. Et il ne s'agit pas d'un revers de main de balayer toutes ces familles guadeloupéennes, ces salariés qui travaillent dans ces entreprises au motif qu'effectivement, aujourd'hui, il faut passer à autre chose. C'est pourquoi, dans les travaux que nous conduisons dans le cadre de la révision de cette PPE, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, je ne sais pas si on pourra avoir l'affichage. Ah, malheureusement, bon, c'est bien dommage. Dans cette progression des énergies renouvelables, effectivement, il s'agira, à l'aune de cette PPE, et ce sera une des révolutions par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, hein. Par le passé, on empilait des capacités, c'est-à-dire qu'on gardait ce qu'on avait et on rajoutait des énergies renouvelables par-dessus, ces énergies renouvelables étant appelées en priorité par rapport aux énergies fossiles importées. Effectivement, dans cette PPE, dans la tendance mondiale dans laquelle nous sommes, nous serons amenés à faire la transition de nos moyens anciennement aux énergies fossiles vers des énergies qualifiées de renouvelables. Bon, après, les appréciations sont diverses, qui sont amenées à être des biocarburants et de la biomasse solide. Donc je pense que nous y reviendrons. Néanmoins, loin de nous l'ambition de se satisfaire de cela. En parallèle, il s'agit pour nous de développer autant que possible les autres énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien, qui retrouveront via cette PPE du souffle, puisque les objectifs de ces deux filières ont été dépassés en Guadeloupe. Donc nous sommes au-devant de l'incapacité de les faire progresser puisque les objectifs ont été atteints. Nous voulons aussi faire la place à la valorisation de nos déchets. Là aussi, ce sera une nouveauté dans le cadre de cette PPE. Et nous voulons redonner aussi des capacités de développement dans le domaine de l'hydroélectricité. Toutes ces énergies font la caractéristique du mix électrique guadeloupéen qui se veut diversifié. Et nous l'avons vu dans les récents événements où, à l'arrêt d'une des sources de production, le gestionnaire de réseau a la capacité de rebondir vers d'autres sujets. Quels sont les défis ?
qui arrivent sur ce sujet, puisque je crois que sur l'électricité... Avez-vous cité la géothermie, monsieur le directeur? La géothermie, merci beaucoup. Et effectivement, il faut lui donner toutes ses règles de noblesse. Merci beaucoup de m'y ramener, parce que la géothermie, en tout cas du point de vue du conseil régional, reste la meilleure énergie pour la Guadeloupe. C'est l'énergie où nous n'avons pas à souffrir d'une importation d'énergie primaire, une énergie stable, une énergie qui apporte un service système sans discontinuer une fois le temps de développement arrivé à maturité. Je crois que Philippe Edom avait prévu peut-être d'intervenir un peu plus tard sur le sujet, et donc il pourra vous détailler effectivement toutes les étapes préalables nécessaires au développement d'une installation géothermique. Aujourd'hui, effectivement, nous avons Bouillante, le fleuron français de la géothermie électrique, qui produit de l'électricité, pas loin de 15 MW. En 2025, il y aura 10 MW de plus. Et nous avons du développement en cours sur la Basse-Terre, avec 2 permis exclusifs de recherche qui sont en cours de développement. Les scénarios de cette PPE nous amènent également à intégrer ce qui va être le grand défi de la Guadeloupe, ça va être l'électrification des usages, avec l'intégration de la mobilité dans notre mix électrique. Progressivement, nos moyens de déplacement vont quitter cette importation d'énergie fossile pour arriver sur cette électrification. Comment allons-nous recharger nos véhicules? Avec quelle énergie? À quel coût? L'objectif n'est pas d'alourdir une pointe, mais bien de la maîtriser, de la lisser, pour que nous puissions profiter autant que possible des énergies renouvelables produites localement. Les énergies renouvelables sont présentes au pic de la journée, enfin autour de midi. La tentation que nous aurons tous, c'est d'arriver chez nous le soir et de recharger au moment où le solaire et l'éolien ne sont plus là. Il nous faut encadrer cela. Nous prendrons nos responsabilités au sein du conseil régional, puisque une habilitation a été demandée d'une part pour continuer de légiférer sur le domaine de l'énergie, mais étendre notre capacité de légiférer dans le domaine des infrastructures de recharge de véhicules électriques, pour rester en capacité d'agir. Aujourd'hui, nous regardons attentivement ce qui se passe. Le réseau semble plutôt bien accepter les choses, et nos scénarios montrent que les dynamiques de maîtrise de la demande d'énergie, c'est-à-dire notre capacité à contenir notre besoin sans perdre notre dynamisme économique, nous permettrait d'absorber cette arrivée de véhicules électriques avec de l'ingénierie, avec des dispositifs systèmes que le gestionnaire de réseau est en train de déployer, et qui vont lui permettre, entre guillemets, de maîtriser davantage sa fréquence, de maîtriser davantage le besoin, et puis aussi doter la Guadeloupe de dispositifs de stockage d'énergie. Ça aussi, ça va être l'une des grandes nouveautés de cette PPE, qui va nous ouvrir un pas sur les 10 prochaines années, et qui va donner de la visibilité aux législateurs et à la Commission de régulation de l'énergie, pour permettre en Guadeloupe d'avoir des dispositifs qui nous permettront de stocker notre énergie renouvelable dans des quantités suffisantes, dans une diversité de process. Donc nous croyons bien sûr que nous ne pourrons pas faire l'impasse du stockage électrochimique. Donc il y en a une batterie, la batterie KISS, qui est en train d'être installée, qui est, je crois, déjà fonctionnelle. Et donc il faudra suivre avec attention dans son comportement sur la durée. Il y a des solutions de STEP, donc des stations de pompage-turbinage, qui devront aussi trouver leur place en Guadeloupe pour diversifier notre capacité de stockage. Demain, une autre capacité que nous croyons émergente en Guadeloupe, et nous avons la chance d'avoir des porteurs de projets très dynamiques, nous parlons de l'hydrogène, qui trouvera aussi une place dans le transport de prime abord, peut-être demain dans les engins de sentier, et en tout cas pour tous les usages qui ne pourront se satisfaire d'une recharge sur la durée comme celle qu'on voit aujourd'hui pointe sur le sujet de l'électricité. Donc il s'agit pour nous, au Conseil régional, de préparer l'avenir, ce qui sous-tend, d'être en capacité de soutenir l'émergence de projets et la structuration des filières. Nous continuons de le faire, que ce soit avec les positionnements politiques de nos élus, que ce soit avec les capacités financières de la collectivité, mais aussi les fonds européens qui jouent une place importante. C'est plus de 27 millions d'euros qui sont déjà fléchés pour accompagner les entreprises à leur maîtrise de consommation. Donc des appels à projets seront lancés à votre attention pour vos bâtiments dans les 2 mois qui viennent, avec des taux, avec des capacités de financement pour vos ombrières,
pour vos infrastructures de recharge de véhicules électriques, pour les bâtiments exemplaires. Donc là aussi, soutenir le dynamisme économique. Conduire des études stratégiques également, ça va être l'enjeu, puisque des technologies continuent d'émerger. Elles sont viables dans certains écosystèmes, pas forcément chez nous. Donc on parle d'éolien offshore, on parle effectivement d'intégration de l'hydrogène, d'une meilleure intégration de la géothermie, qui aujourd'hui a un process chez nous qui va pouvoir en développer différents. Les combustibles solides de récupération, merci beaucoup pour la valorisation de nos déchets, puisque voilà, aujourd'hui on a l'enfouissement qui continue, on a, pour ceux qui s'intéressent au domaine, une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui va vraiment avoir un impact majeur dans le portefeuille des ménages. Il nous faudra trouver cette solution, et cette solution, on l'identifie par la valorisation énergétique de nos déchets. Ainsi, intensifier l'accompagnement des ménages également et la construction de l'habitat de demain en Outre-mer. Là aussi, c'est l'un des grands défis que la transition énergétique en Guadeloupe aura à relever, puisqu'elle est identifiée comme le sujet de certains. Quand on fait nos enquêtes de perception sur cette transition énergétique en Guadeloupe, on constate qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vu comme une affaire d'élite, de certaines entreprises qui s'en occupent, de grands groupes, ce n'est pas pour nous. Cette transition énergétique doit peu à peu redescendre dans les foyers. Et nous y sommes aujourd'hui avec des foyers qui veulent s'équiper en panneaux photovoltaïques pour maîtriser leur consommation, qui veulent de la domotique pour pouvoir piloter leurs usages, qui veulent vraiment trouver, là aussi, le véhicule électrique va emmener une évolution dans la façon de consommer en Guadeloupe, puisque chacun sera en mesure de mesurer et de gérer sa consommation d'électricité, d'énergie dans la façon de se déplacer. Ça va l'éveiller dans sa consommation personnelle tout au long de sa vie, dans son foyer. Donc, on aura là aussi des outils à déployer. Nous sommes attendus là-dessus et puis nous serons au rendez-vous. Enfin, dernier enjeu, et je m'excuse d'avoir été aussi long, c'est le sujet de la fiscalité. Donc, le sujet a été évoqué où certes, il y a des opportunités à faire émerger pour les entreprises. On parle de crédit d'impôt, de conditions fiscales, peut-être de niches fiscales utiles chez nous qu'il faudra regarder avec attention et faire perdurer parce qu'elles ont un intérêt. Mais il y a aussi, vous le savez, en Guadeloupe, un tissu économique et social qui vit de la commercialisation rattachée aux énergies fossiles. Donc on parle certes de la consommation de carburant dans les véhicules, mais tout l'écosystème qui va devoir se réinventer du fait de l'arrivée du véhicule électrique à laquelle on ne pourra pas se soustraire. C'est une tendance mondiale. Donc le garagiste va devoir se réinventer, se doter d'une habilitation électrique. Les pièces détachées également ne seront plus les mêmes. Le service de maintenance, tout cela, tout cet écosystème va devoir se réinventer. Et effectivement, le conseil régional, en sa qualité de responsable entre guillemets, du développement économique du territoire, identifie ces enjeux, conduit actuellement les études préalables pour être en capacité d'accompagner cela. Et un enjeu important pour les collectivités, puisqu'il faut aussi en parler, puisque cette arrivée du véhicule électrique fera peu à peu s'éteindre ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe spéciale sur les carburants, et qui va devoir effectivement trouver sa transition, puisque cette taxe spéciale, c'est pas loin de 130 millions d'euros par an, qui est redistribuée par le conseil régional au profit des collectivités. Donc le département, toutes les communes, et donc effectivement nous, citoyens de la Guadeloupe, où nos communes attendent avec impatience cette recette pour pouvoir mettre en œuvre les travaux qui sont structurants pour les Guadeloupéens. Donc effectivement, des défis importants pour cette transition énergétique qu'il nous faut accélérer, et donc tous ces travaux qui sont à conduire de front pour pouvoir effectivement la réussir en Guadeloupe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'était très clair, très complet et très construit. J'avais en effet noté la question de la fiscalité, mais vous ne l'avez pas évité, et c'est bien ainsi. Il y a d'autres questions qui reviendront, mais on réserve ça peut-être pour l'échange en fin de séquence. Donc, le syndicat mixte est là. Alors venez, rejoignez-nous. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je vais proposer, si vous voulez bien, le temps que vous nous rejoigniez, je vais passer la parole à Christophe Avognon, directeur régional d'EDF SEI en Guadeloupe, qui va intervenir sur le rôle et les actions du gestionnaire du réseau. Et je suis d'autant reconnaissant à M. Avognon, je me translate petit à petit, ensuite ce sera difficile. Mettez-vous. Hop là. D'autant reconnaissant à M. Avognon que malheureusement, monsieur, votre entreprise a subi aujourd'hui un
un grave accident avec, si je comprends bien, une personne qui a été électrisée. Et donc, vous ne pourrez pas rester très longtemps avec nous, compte tenu de l'urgence évidente que cela appelle, et nous le comprenons, et nous sommes volontiers avec vous. Merci cependant pour votre participation à cet instant, et je vous passe la parole. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur le Président de l'UDMEDEF, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous en vos grades et qualités. Si vous pouvez afficher les slides qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, donc l'idée c'est de présenter effectivement le rôle d'EDF en tant que gestionnaire du réseau d'électricité dans effectivement cette complexité qui est la transition énergétique que nous devons tous à la Guadeloupe pour les années qui viennent. De manière très rapide, vous pouvez passer sur le slide suivant. Quelles sont les missions qui nous sont confiées en tant qu'EDF, SEI, Service énergétique insulaire, Archipel Guadeloupe? C'est avant tout d'être acheteur unique. Acheteur unique de l'ensemble des productions d'électricité du territoire, gestionnaire de l'équilibre off-demand, c'est-à-dire que nous avons la charge d'égaler à chaque instant, à chaque seconde, la consommation et la production d'électricité. On verra très rapidement derrière les contraintes que ça induit. Nous sommes gestionnaires des réseaux de transport, moyenne tension, haute tension et de distribution. Et compte tenu du contexte spécifique de la Guadeloupe, nous sommes fournisseurs uniques au tarif réglementé de vente. Un tarif qui ne peut pas être concurrencé sur le territoire, puisque globalement, on vend en Guadeloupe une électricité à un prix qui est globalement 3 à 4 fois inférieur aux coûts globaux du système. Globaux du système liés à sa structure, liés à sa réalité, à la fois insulaire et puis à sa taille. Et nous accompagnons beaucoup de porteurs de projets en matière de maîtrise de la demande en électricité, puisque bien évidemment, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Nous avons à peu près 250 000 clients, un peu plus de 225 000 sur la Guadeloupe continentale et les îles du Sud, et puis dans les îles du Nord, à peu près 25 000 clients, donc une quinzaine de milliers, un peu plus d'une quinzaine de milliers à Saint-Martin, et puis le reste à Saint-Barthélemy. Si on vient très rapidement sur le bilan énergétique que l'on peut établir, donc le slide suivant, sur l'année 2022, on a effectivement un mix énergétique qui est à plus de 50%, à plus de 60% même, issu de sources carbonées, avec environ 34-35% d'énergie renouvelable. Et on a tous l'ambition de faire augmenter cette proportion dans la durée. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que au cours de ces dernières années, et c'était dit tout à l'heure, on est plutôt dans une situation de suréquipement au niveau de la production, puisque effectivement, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises il y a quelques années sur la base d'une évolution plutôt croissante de la consommation d'électricité, alors que depuis quelques années, effectivement, on a plutôt une baisse de la consommation de l'ordre de 1%. Mais force est de constater, dans les prévisions qui sont faites avec l'ensemble des services de l'État, que cette consommation du territoire est appelée à évoluer et à croître à nouveau, déjà à se stabiliser dans les prochaines années, puis à épouser une trajectoire croissante dans les années qui suivront, du fait de la transition énergétique, du fait du développement des autres usages de l'électricité, au premier rang desquels, bien évidemment, la mobilité électrique. Donc on envisage se stabiliser autour de 1600 gigawattheures, voire un peu plus bas, et puis remonter derrière, peut-être et atteindre une consommation globale de l'ordre de 2 TWh, donc 2000 gigawattheures dans les années qui suivent. Tout ça dans un contexte où on a tous la volonté de développer les énergies renouvelables. Donc, je ne vais pas revenir sur les objectifs de la PPE, mais effectivement, l'idée c'est de multiplier pratiquement par 3 la quantité d'énergie renouvelable. Et ce levier ne sera pas le seul qui permettra effectivement de verdir l'ensemble de la production d'électricité. Il y a aussi la possibilité de modifier les combustibles qui sont utilisés dans les principales centrales du territoire, notamment à Bioma et PEI, PEI-Jarry, qui respectivement peuvent passer à l'utilisation de biocombustibles solides, d'une part, et puis de biocombustibles liquides. Alors, développer tout ce parc de production renouvelable nécessite forcément un certain nombre d'actions, un certain nombre de précautions. Premières actions, bien évidemment, c'est leur permettre de débiter leur production sur l'ensemble de nos réseaux. Donc nous avons effectivement des problématiques spécifiques de raccordement qui permettent à certains endroits soit d'étendre des lignes, soit d'améliorer la capacité d'évacuation de ces lignes-là,
renforcer le réseau, qui permet effectivement de développer ces productions renouvelables, qui se répartissent notamment de manière assez générique sur l'ensemble du territoire, quand je pense notamment à l'éolien et au photovoltaïque. Et puis, on a une problématique liée à la gestion de l'équilibre offre-demande à tous les instants. La première équation, très bien, la première équation est une équation énergétique. Effectivement, on a assez d'énergie, on aura assez d'énergie pour. Ensuite, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette consommation d'électricité fluctue au fil des mois, au fil des jours, au fil des heures. On a quelque chose de très variable. Alors, on bénéficie bien évidemment du foisonnement de l'ensemble de la consommation qui amène un certain lissage de cette consommation, et ça, on le remarque dans tous les systèmes. 250 000 clients qui consomment, forcément, il y a du foisonnement, ce qui permet d'avoir des fluctuations quand même qui sont bien atténuées par rapport à la variabilité de consommation d'un individu, d'un consommateur. Toujours est-il que cette variabilité est particulièrement forte et nécessite un certain nombre de précautions. Dans l'ensemble des moyens de production qui vont être développés dans le futur, il y en a qui sont dits volatiles et qui, effectivement, ont une production directement liée à la fluctuation des aléas climatiques, à la fluctuation du vent, à la fluctuation de la nubulosité, etc., etc. Et on a besoin de moyens de production stables. Ça, c'est très, très important. Typiquement, la géothermie. Et on a besoin de moyens de production pilotables. C'est-à-dire des moyens de production qui ont la capacité, eux, de s'adapter à ces fluctuations. Et c'est là qu'il faut avoir une vigilance toute particulière. Et c'est là qu'on retrouve toute l'importance du verdissement de moyens de production qui sont sur le territoire et qui permettent effectivement, grâce à ce caractère pilotable, de gérer et de compenser toutes les fluctuations que l'on peut avoir, fluctuations liées à la consommation, mais aussi fluctuations liées à un certain nombre d'indisponibilités, d'aléas qu'ils peuvent avoir sur les différents parcs de production ou sur le réseau. Typiquement, lorsque j'ai une centrale de taille relativement importante qui s'arrête, et des incidents technologiques, des incidents industriels, ça existe, eh bien, il faut que je puisse reprendre la charge le plus rapidement possible. D'où l'importance de maintenir un certain volume de moyens de production pilotables. Et aujourd'hui, les moyens de production pilotables que l'on a sur le système, c'est bien la centrale de PUI et la centrale d'Albioma. Ce sont les moyens de production les plus pilotables. Et ce à quoi il va aussi falloir penser, c'est bien la construction de moyens de stockage. Aujourd'hui, on a effectivement une première sur le territoire guadeloupéen avec la batterie KISS que l'on a mis en place et dont parlait tout à l'heure la région, que l'on a mis en place à Jarry, une batterie de 5 MW. Les besoins de stockage que l'on aura à cet horizon sont bien supérieurs à 5 MW. Alors ça nous permet de nous faire la main sur ces outils de pilotage du système électrique, mais on compte en plusieurs dizaines de mégawatts de capacité de stockage, à la fois en consommation et en production, puisqu'un stockage, c'est bien, je consomme une certaine puissance au moment où il est nécessaire de consommer cette puissance parce que j'ai un excès de production, et je restitue cette puissance-là au moment où j'ai un déficit, j'ai potentiellement un déficit de production, de façon à garantir l'équilibre de demande. Donc tous ces aspects dynamiques seront de l'ordre de plusieurs dizaines de mégawatts, c'est en cours de chiffrage et ce sera précisé dans la PPE. Et ces besoins de stockage, donc lithium-ion bien évidemment aujourd'hui, pourront effectivement être étendus à des stockages de type hydraulique qui permettent effectivement d'avoir des volumes de stock beaucoup plus importants. Et donc dans le cadre de cette PPE, on peut poursuivre de ces PPE, puisque finalement on a trois territoires avec 3 composantes énergie, 3 territoires qui ont la compétence énergie. Je crois qu'il y a un slide précédent, non ? Ou celui d'avant alors. Voilà. Dans le cadre de CPE, on regarde un peu les ambitions qui sont précisées ici à partir de ces 2 camemberts. On voit qu'en Guadeloupe, effectivement, on peut, à l'horizon 2032, si on se donne les moyens, si on y travaille de manière collective, conjointe, en choisissant les bonnes options, on peut effectivement arriver à un système électrique 100% ENR aux alentours de 2030. Et comme je vous disais, cela nécessitera un certain nombre d'efforts d'énergie. Alors, bien évidemment, la PPE, je ne vais pas revenir dessus, mais avec l'ADEME, EDF et l'ADEME, nous sommes des conseillers, des partenaires stratégiques de cette PPE, de par nos fonctions. L'ADEME sur tous les aspects liés à la maîtrise de l'énergie, EDF lié effectivement à son rôle de gestionnaire du réseau, gestionnaire de l'équilibre de demande. En même temps, la PPE, effectivement, fera l'objet d'une signature par la collectivité, les collectivités d'outre-mer, et donc ce sont bien les collectivités
qui sont responsables de leur vote et de leur établissement. Nous, nous sommes conseillers. Et si on poursuit sur les îles du Nord, donc 2 slides plus loin, on a aujourd'hui effectivement des parcs qui sont à quasi 100% basés sur de la consommation d'énergie fossile. Quelques panneaux photovoltaïques qui représentent moins de 1% de la production. On est par contre sur ces territoires dans une dynamique de croissance. Vous vous rappelez qu'on a eu un épisode en 2017 lié au cyclone Irma qui fait qu'on a une consommation qui a significativement chuté. Donc depuis 2017, on a une croissance de la consommation. On a quasiment rattrapé sur le territoire la consommation qu'on avait avant 2017 et la croissance se poursuit avec aussi des objectifs de verdissement total de la production qui passeront, comme pour la Guadeloupe continentale et les îles du Sud, par le développement de moyens de production solaire, terrestre, éventuellement des énergies marines, etc. On a moins de géothermie sur ces territoires-là, si ce n'est effectivement une réflexion à l'utilisation, à l'importation d'énergie géothermique venant de Saint-Kitts et Nives. Ça fait partie aussi des objets qui sont regardés sur le long terme. Et puis, force est de constater aussi l'utilisation de biocombustibles solides pour permettre effectivement le plus rapidement possible un verdissement de la consommation. Voilà, donc un rôle d'EDF qui reste le même dans la durée, avec une attention particulière au raccordement de ces nouveaux moyens de production ENR, avec une attention particulière à la maîtrise de cette demande en énergie, dont je ne vous ai pas trop parlé, mais ça a été déjà très rapidement souligné par la région tout à l'heure. C'est clair qu'avec ce développement des usages, il va falloir aussi gérer le bon moment d'utilisation de ces usages. Quand on pense aux véhicules électriques, naturellement, l'idéal pour recharger un véhicule électrique, c'est de le faire pendant les heures solaires, donc plutôt en journée. Alors que le réflexe naturel, c'est d'utiliser sa voiture la journée et puis de la brancher le soir. Donc voilà, il va falloir à la fois travailler sur le comportement de ces usages, travailler aussi sur le stockage qui permettront de déplacer la consommation de certaines heures sur d'autres heures. Et puis, bien évidemment, gérer au mieux l'équilibre offre-demande en gardant une certaine quantité de moyens de production pilotables. C'est clé à la fois pour la gestion de l'équilibre offre-demande du système électrique et c'est clé pour l'avenir de la Guadeloupe. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. D'autant dans ces conditions, donc je comprends qu'il ne va pas trop falloir raccourcir les pauses déjeuner qui seront indispensables à la recharge des véhicules, sauf à ériger le principe qu'on se déplace la nuit et qu'on ne bouge pas sa voiture dans la journée. Plus sérieusement, vous avez touché, monsieur le directeur, la question du raccordement. Et alors, je ne sais pas du tout la situation en Guadeloupe, mais d'expérience de précédents séminaires, la question des délais de raccordement vient assez souvent dans le débat. Alors, je ne veux pas poser une question trop difficile, mais je me permets de vous interpeller sur ce point, peut-être délicat. Allez-y. C'est un point délicat, mais c'est un point très très important. On a des délais de raccordement qui sont trop longs. C'est juste inacceptable. Et on fait le constat, y compris avec l'ensemble de nos salariés, avec l'ensemble de la DSEI, sur le fait que ces durées de raccordement, ces temps de raccordement doivent être réduits le plus tôt possible. Alors, derrière le raccordement, il y a deux acteurs principaux. Il y a le CIMEG, lorsqu'on sort du réseau concédé, parce qu'il faut étendre ce réseau-là. Et puis, non, ce n'est surtout pas de leur faute. Ils font bien leur boulot, après ils s'exprimeront. Et puis, non, parce que quelquefois, le client ne sait pas trop à qui s'adresser. C'est pour ça que j'évoque ce sujet. Ce n'est pas pour leur transférer la charge de cette problématique. Nous avons de vraies difficultés, effectivement, sur le périmètre concédé à EDF Archipel Guadeloupe pour réduire de manière significative ces délais de raccordement. C'est un constat qu'on a fait déjà il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, on a mis en place une nouvelle structure. On n'avait pas au sein d'EDF Archipel Guadeloupe de service raccordement. On a créé un service raccordement cette année avec la volonté d'avoir effectivement un interlocuteur unique. Un interlocuteur unique. Et je crois que ça, c'est aussi les enquêtes que l'on a faites au sein de l'ensemble de nos clients. Un interlocuteur unique qui suivra effectivement chaque demande de raccordement depuis son premier contact jusqu'au raccordement effectif et à la signature du contrat. Parce qu'aujourd'hui, les clients étaient un peu perdus et ce n'est pas aux clients de comprendre la complexité de nos structures. Effectivement, c'est complexe le raccordement, ça appelle beaucoup de corps de métier, énormément de corps de métier. Aujourd'hui, la difficulté, si je comprends bien, elle est plus procédurale que technique.
elle est beaucoup aux interfaces. Techniquement, on sait faire. Il y a des temps d'attente qui ne sont pas toujours assez bien explicités auprès du client et qui relèvent des responsables du client. Il y a des temps d'attente qui relèvent de nos responsabilités et sur lesquels, effectivement, on n'est pas bon, il faut qu'on progresse. D'accord ? Ce qui est important, c'est qu'avec un interlocuteur unique, le client sera effectivement en contact avec la même personne du moment où il a son premier contact. Et c'est valable aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Et il y a d'ailleurs beaucoup plus de consommateurs que de producteurs. Sur nos 250 000 clients, les producteurs représentent à peu près 1500. Donc on a aussi beaucoup de questions qui sont posées par les consommateurs qui raccordent de nouvelles installations, de nouvelles maisons, etc. et qui ne sont pas satisfaits. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un interlocuteur unique qui ait un contact privilégié entre le client, qu'il soit producteur ou consommateur, pendant toute la procédure qui permet au final de le raccorder et puis de lui permettre soit de débiter son électricité sur le réseau, soit d'être un consommateur et d'avoir un contrat d'achat spécifique. Donc je vous passe toute la complexité interne, je pense que voilà, on pourra revenir sur le sujet si nécessaire. Mais ce qui est important pour nous, c'était ça. Et que cet interlocuteur unique, il soit à la fois responsabilisé vis-à-vis du client, mais aussi responsabilisé en interne sur le règlement et le solutionnement de toutes les problématiques d'interface qu'on peut avoir entre le bureau d'études, entre les prestataires qui vont, par exemple, creuser la tranchée, entre le dimensionnement du réseau qui va devoir peut-être falloir revoir, entre le technicien qui va devoir peut-être étendre la ligne, renforcer la ligne, faire le branchement, etc., etc., etc. Merci. Peut-être avant que vous nous quittiez, pour les raisons que chacun comprend, une ou deux questions de la salle, et puis ensuite, chacun comprendra que vous deviez sortir. Oui, monsieur. Tout à fait. Alors, il y a effectivement de... Allez-y. Effectivement, on a parlé de la consommation électrique pour les véhicules électriques en journée. Merci. Sur ce point-là, qui est un complément de ce que je disais, dans les entreprises et particulièrement sur Jarry, il y a beaucoup de salariés qui n'utilisent pas leur véhicule la journée puisqu'ils restent dans l'entreprise. Et l'entreprise, sur les parkings des entreprises, il y a tout à fait des possibilités d'installer des ombrières avec des panneaux solaires pour charger le véhicule toute la journée. Et donc pas forcément pour le charger à la maison. Voilà, donc est-ce que vous pouvez donner des précisions ou des projets qui sont dans ce sens ? Alors, je vais vous répondre en tant que gestionnaire de réseau. La demande dont je vous parlais, qui va effectivement à nouveau croître dans les années qui viennent, c'est bien une demande nette de l'autoconsommation. Nous gérons la demande qui est adressée sur le réseau du système électrique. Donc bien évidemment, cette autoconsommation, elle peut se développer. Il y a de très bons leviers de développement de cette autoconsommation. Je pense que la région pourra aussi amender sur ce point-là. Et effectivement, du moment où cette autoconsommation est faite, nous, on n'a pas à la gérer, cette autoconsommation-là. Plus il y en a, forcément, plus la demande résiduelle sera faible. On est tout à fait d'accord. Ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Nous, on motive les actions de MDE. On motive les actions de MDE, on les finance même, parce que globalement, c'est une économie pour la collectivité. Il faut bien avoir en tête que chaque fois que je consomme, chaque fois qu'un Guadeloupéen dépense 100 €, on a la collectivité nationale qui rajoute entre 200 et 300 € pour compenser l'ensemble des coûts globaux du système. Donc moins le Guadeloupéen consommera, et c'est tout le sens des actions de maîtrise de la demande en énergie, moins la compensation de la collectivité nationale sera forte. Donc on a vraiment on a des objectifs communs sur ce sujet-là. Donc c'est très bien. Cette dimension du coût de l'énergie donne évidemment une dimension toute particulière à la maîtrise de l'énergie dans des territoires comme celui-ci. Et je pense que sur le plan national,
ce message qui est assez puissant et peut-être pas assez énoncé. Madame. Voilà, ça y est. Bonjour à tous, Maggie Cellini. Ben, écoutez, je devrais dans un premier temps vous féliciter d'avoir mis en place ce guichet unique parce que pendant des années, ça a vraiment été une torture pour les clients. La deuxième chose, au-delà de ce guichet unique qui pourrait faciliter, parce que c'est des termes techniques et barbares que beaucoup n'ont pas compris et ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ce que je voudrais poser comme question, c'est que justement, après avoir fait énormément de transferts, aujourd'hui, qui est-ce qui s'occupe de l'extension de réseau? Dans un premier temps, tout avait été basculé au CIMEG, dont je faisais partie à l'époque, et après, par rapport à un texte qui a été modifié, on l'a retourné, rétrocédé aux villes. Et donc, vous connaissez le système, je ne vais pas épiloguer longuement, mais en tout cas, vous savez qu'à partir du moment où ça rentre dans le fonctionnement, on cherche. Merci de la réponse. Merci pour vos encouragements et merci pour la question. Donc je réponds sous le contrôle du CIMEG, dont je suis concessionnaire. Alors, pour vous expliquer de manière synthétique et claire les choses, l'ensemble des réseaux de distribution appartiennent aux communes. Ce sont les communes qui sont propriétaires de ces réseaux. Il y a au sein de la Guadeloupe une décision collective qui a été prise, c'est de transférer l'ensemble de ces réseaux pour leur gestion, la gestion de la propriété de ces réseaux, au CIMEG. Donc le CIMEG regroupe, je parle sous le contrôle du CIMEG, le CIMEG regroupe effectivement les prérogatives de l'ensemble des 32 communes de la Guadeloupe. Et ensuite, le CIMEG a signé un contrat de concession avec EDF. EDF, nous sommes concessionnaires de l'ensemble de ces réseaux. Et à ce titre, nous devons effectivement les exploiter, les faire vivre, les développer sur un périmètre géographique qu'on appelle le périmètre concédé. D'accord ? En dehors de ce périmètre concédé, soit on a de l'électrification rurale, soit on a de potentiels consommateurs qui vont nécessiter une extension de ce périmètre concédé. D'accord ? L'extension du périmètre concédé est à la charge du CIMEG. Nous ne sommes pas concessionnaires de la partie qui est hors du périmètre concédé. Par contre, une fois que le CIMEG a étendu le périmètre concédé à ces zones qui initialement n'étaient pas électrifiées, ces zones, à un moment, sont rendues à EDF, enfin sont concédées à EDF de façon à ce qu'elles soient intégrées dans le périmètre concédé. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est vraiment mécanique. Ok, dernière question. Oui, bonjour, Philippe Giustinotti, Saint-Martin. Une question par rapport au PPE sur le foncier. C'est-à-dire qu'on a un problème, nous, spécifique sur Saint-Martin, c'est au niveau du découpage du foncier et de tout ce qui est les héritages qui prennent des générations et des générations. Et si on veut développer de l'ENR, du photovoltaïque, il faut des grandes surfaces. Au niveau des petites surfaces, il y a déjà des choses. Sur le tertiaire, il y a plus de 10 000 m² qui ont été installés ces dernières années. La plupart des bâtiments de l'ACOM ont des centrales solaires, mais on parle de 36 kg. Mais par contre, pour développer les grandes surfaces, est-ce qu'il faut un accord? Est-ce que c'est uniquement l'ACOM qui peut intervenir parce qu'il y a des questions de fiscalité, ou est-ce que le PPE va permettre justement de rentrer dans ces aides de fiscalité qui permettront de débloquer des situations? On a le même problème à la centrale EDF où on travaille actuellement pour développer on a besoin d'1 hectare pour installer un gros système de batterie qui permet de réguler, comme ce qui se passe ailleurs. Et trouver cet hectare pas trop loin de la centrale de Gallice Bay est un vrai problème. Donc est-ce que le PPE travaille sur ces choses qui sont très précises? Merci. Tout à fait. Alors, ce que je disais en termes de périmètre concédé, concédant, concessionnaire, pour la Guadeloupe continentale et les îles du Sud, se retrouve également, on est dans cette même logique lorsqu'on est sur Saint-Martin d'une part et sur Saint-Barthélemy d'autre part. Sauf qu'à la place du CIMEG, on a une collectivité territoriale qui a effectivement l'ensemble de ses prérogatives. D'accord ? Donc c'est bien la collectivité de Saint-Martin qui nous concède l'ensemble du réseau pour son exploitation, et de la même manière la collectivité de Saint-Barth qui nous concède également son réseau de façon à ce qu'on l'exploite et qu'on le gère dans la durée.
Ensuite, en matière de développement, et c'est valable pour Saint-Martin ou pour la Guadeloupe, le foncier se pose à plusieurs niveaux. Il y a une première problématique foncière qui nous concerne, nous, en tant que gestionnaire de réseau, c'est le foncier dont j'ai besoin pour faire passer mes lignes. D'accord ? Effectivement, nous, on a des équipes qui le gèrent. Nous avons des équipes qui le gèrent et qui permettent effectivement de dégager le foncier ou des droits de passage qui nous permettent effectivement de faire passer les lignes pour atteindre ce nouveau moyen de production qui va être mis en place. Ensuite, nous ne sommes pas du tout responsables de la gestion foncière que doit faire le développeur du projet. Le développeur du projet, lui, il doit effectivement gérer le foncier sur lequel il va installer son moyen de production. Et là, en face de lui, il a la collectivité, il a les mairies, il a effectivement tout l'environnement juridique, financier, etc., qui lui permet de sécuriser le foncier sur lequel il va devoir développer son projet. Mais pour le coup, nous ne sommes pas responsables. Et les problématiques liées à ces sujets-là, qui peuvent être des sujets complexes, on a vu des projets de développement qui ont pratiquement mis 5 ou 10 ans à pouvoir aboutir parce que le foncier n'était pas disponible. Donc la PPE en a conscience. Lorsqu'on travaille sur la PPE, on met effectivement un certain nombre de réserves. Lorsque la région, l'ADEME, l'ADREAL, etc., ont réfléchi collectivement sur des potentiels de développement de ENR, c'est bien des potentiels. Il y a tout ce développement des projets qu'il faut sécuriser. Une chose est certaine, et M. Lafont le disait tout à l'heure, on a sur le territoire de très bons développeurs de projets. Donc on est confiant. Ok. Oui, une dernière question importante. Donc on libère monsieur. Oui, oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'il faille écarter la Guadeloupe de la problématique mondiale. Parce que je vois qu'on va sortir, dans la diapo qui a été présentée tout à l'heure, on va sortir du pétrole, donc 49% du mix énergétique en 2022. On va passer à 43% de biomasse. Et dans cette biomasse, vous avez 3% de bagasse, 1% de biogaz et 39% de biomasse. Et cette biomasse sera faite en fait de pellets de bois. Ces pellets de bois, vous allez couper des forêts du Canada et ensuite transporter donc, ce bois avec des bateaux qui fonctionnent au pétrole. Où est la cohérence écologique? Ensuite, vous avez 14% seulement de géothermie. Alors qu'on dit que la géothermie, c'est la plus belle des énergies, effectivement, parce que c'est HHO, il n'y a pas en fait de carbone. Alors que la biomasse pellet de bois, quand vous allez prendre du bois, qui est un hydrate de carbone, donc le carbone va rencontrer O2, vous allez encore fabriquer du CO2 en important. Donc il n'y a aucune cohérence écologique. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur la géothermie. Par exemple, l'Union européenne a donné 274 millions d'euros au Kenya. Qu'est-ce que l'Europe a donné à la Guadeloupe, qui est la seule unité de production de géothermie de la Guadeloupe? Je vais laisser rapidement M. Avognon et sans doute M. Lafont répondre sur ce point. Juste de ce que je comprends sur la transformation d'unités aux pellets, chacun est bien conscient de la difficulté qui a trait au fait que ces pellets soient importés. Mais on est dans une logique de transition. Une biomasse locale, c'est mieux que des pellets importés, et des pellets importés, c'est déjà un schéma intermédiaire, y compris dans le bilan carbone des pellets en tant que tels, indépendamment de leur transport. Il faut les transporter, mais le fuel, il faut le transporter aussi. Le bilan carbone de l'usage de pellets et le bilan carbone de brûler du fuel, c'est tout de même pas exactement le même, et il est plutôt plus favorable aux pellets. Donc moi, je le comprends comme un système de transition. Si dans 50 ans, on est toujours à des pellets importés, il y a un bout de sujet sur la compréhension de la transition écologique. Mais qu'aujourd'hui, avant de mobiliser une biomasse qui n'est pas nécessairement mobilisable, parce que ce n'est pas si facile que ça, on passe par une étape intermédiaire qui est le pellet, d'un point de vue global, ça me paraît pouvoir avoir du sens. Mais je vais passer la parole à nos invités en indiquant qu'il faut en effet libérer M. Avognon. M. Avognon a un message qui me paraît, en tout cas une information récente qui me paraît importante pour le FSEI et plutôt utile globalement, vu des systèmes non interconnectés que nous sommes, c'est que le gouvernement qui vient de lancer là un certain nombre de travaux préparatoires au prochain projet de loi énergétique a mis en place des groupes de travail et pour la première fois, il y a un groupe de travail spécifique aux zones non interconnectées. Donc ça, nous à la FEDOM, avec Bruno, avec Michel, avec d'autres, on appelle, avec Franck, on appelle systématiquement au réflexe outre-mer. Le fait d'avoir un groupe de travail
ZNI dès le début de la préparation du projet de loi, ça me paraît plutôt intelligent et c'est une bonne nouvelle que j'avais envie de partager avec nos amis d'EDF SUI. Réponse rapide et puis on vous libère parce que je crois qu'on vous le doit. Voilà, tout à fait. Donc en réponse rapide, et ensuite je transférerai la parole à la région, effectivement, on est dans une logique de transition. Lorsqu'on réfléchit à une cible à plus long terme, 2050, 2060, 2070, compte tenu du temps de développement nécessaire à la géothermie, compte tenu du temps nécessaire à la construction de moyens de production, de moyens de stockage qui permettront effectivement de mieux piloter l'ensemble du système. Parce que la géothermie, effectivement, c'est une énergie renouvelable, certes, mais c'est une énergie aussi de base qui a de très très bonnes propriétés. On est tout à fait d'accord là-dessus, de la même manière que l'éolien, le photovoltaïque, etc. Mais je ne peux pas gérer le système électrique uniquement avec de la géothermie, de l'éolien et du photovoltaïque. C'est juste impossible. C'est le gestionnaire de réseau qui vous le dit, le gestionnaire de l'équilibre de demande qui vous le dit. Ce n'est pas possible. Donc il me faudra des moyens pilotables et à minima, il me faudra beaucoup de stockage pour le faire, si je n'ai rien d'autre. Et donc, dans un mix à très long terme, où il n'y aurait que de la géothermie, du stockage relativement conséquent, avec les conséquences, les impacts que ça amène aussi sur l'environnement, etc., de l'éolien et du photovoltaïque, dans l'absolu et technologiquement, c'est quelque chose de possible. Mais il y a forcément une phase de transition qu'il faut gérer. Et je passe au responsable de la PPE. Monsieur le Président, non, mais on est tous en phase sur le sujet. C'est une cible noble. En même temps, voilà, il y a forcément une période de transition qu'il faut gérer. Et dans cette période de transition, je rejoins tout à fait Monsieur le Ministre, dans cette période de transition, avoir un transfert, utilisation d'un combustible dont le bilan carbone est meilleur, c'est le bénéfice aussi de l'ensemble de la Guadeloupe. Je saisis l'occasion pour vous quitter parce que je dois vraiment y aller. Merci voilà, de m'avoir permis en tout cas d'arriver en retard et de repartir un peu plus tôt. Mais voilà, j'ai un salarié. Nous comprenons tout à fait. Voilà. Merci à vous. Nous comprenons. Merci à vous tous. et bon courage. Merci à vous. Monsieur le directeur. Merci beaucoup. Beaucoup a été dit sur le sujet et il faut rendre les choses. Ce sont les élus du conseil régional qui sont responsables. Moi, je ne suis qu'un modeste technicien à leur côté. Sur ce sujet de la transition de nos moyens de production à la biomasse, effectivement, j'ai ouvert mon propos là-dessus en disant que la Guadeloupe, à très bientôt, la Guadeloupe, effectivement, récupère un héritage dans ses moyens de production. C'est la PPE, on y est, nous, région, depuis la loi de 2015, la transition pour la croissance verte. Donc, nous avons bien ce sujet de transition. Transition, on a parlé, d'amener vers de nouvelles sources de production d'énergie, mais aussi d'accompagner, et j'irai sur un autre sujet que celui qui a été évoqué dessus, les arguments ont été, je pense, entendus, c'est aussi la transition sociale qui doit accompagner ces moyens de production, ou sur laquelle nous sommes particulièrement vigilants. Comme dit, ce sont des unités de production importantes, pourvoyeuses d'emplois, qui sont accolées particulièrement à la biomasse. Je laisserai je crois qu'il y a une intervention tout à l'heure qui pourra répondre sur l'origine de la biomasse. Non, c'est pas prévu. Bon. qui pourra répondre sur ce sujet, mais en tout cas, il y a j'ai pas envie de dire une fusion, mais une union certaine entre la filière canne-sucre en Guadeloupe et cette centrale qui effectivement continue de tourner et nous ne souhaitons pas que la Guadeloupe soit la seule unité de France qui continue à fonctionner au charbon. Donc effectivement, il y a un choix qui est à faire, qui n'est pas le choix idéal. Ça, nous sommes clairs là-dessus. Si c'était le choix que nous pouvions faire en ayant toute latitude pour le faire, ce n'est pas un choix qui aurait été fait, mais effectivement, dans les conditions dans lesquelles nous sommes amenés à conduire cette transition, ça fait partie effectivement du cheminement. Ensuite, revenons sur le sujet de la géothermie, où la PPE, c'est dommage, les chiffres ne peuvent pas vous être présentés, on va essayer d'arranger ça peut-être tout à l'heure, mais nous sommes particulièrement ambitieux sur le développement de la géothermie en Guadeloupe. Nous prévoyons plus 55 MW à l'horizon 10 ans. C'est particulièrement ambitieux. Nous aurons à l'assumer devant la Commission de régulation de l'énergie, devant le Conseil national de la transition énergétique, pour leur expliquer comment nous allons faire ça. Effectivement, nous le ferons, parce que sur les 10 dernières années, il faut dire ce qui est, nous allons sortir 10 MW à bouillante. Mais néanmoins, il est important que nous gardions la porte ouverte, que les développeurs aient devant eux une trajectoire qui leur permet de lever des financements pour les études, et ça effectivement, dans les PIA récents,
Plusieurs millions d'euros ont été levés pour poursuivre les explorations. Bouillante également continue à être développée avec une meilleure connaissance de son sous-sol. Le BRGM vient là également de livrer quelques millions d'euros d'études non invasives et qui s'étendent cette fois à la partie maritime. Donc des perspectives de développement, peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour demain, effectivement, où la géothermie, avec les évolutions des technologies, et j'entends aussi ce que le gestionnaire de réseau dit, je parle en son absence, mais en tout cas, charge à nous de pousser le gestionnaire de réseau dans ses retranchements, qui nous dit aujourd'hui, je ne peux pas gérer qu'avec de la géothermie, mais nous, on sera peut-être dans 20 ans en capacité de dire, nous avons suffisamment de géothermie pour alimenter la Guadeloupe. Quelles solutions techniques mettez-vous en face pour que la Guadeloupe puisse fonctionner avec? Et tout cela, effectivement, se joue aujourd'hui en encourageant le développement et en donnant de la perspective aux entreprises qui veulent développer en Guadeloupe. Merci beaucoup, c'est très clair. Je passe la parole à Jean-Marc Solvar-Couder, qui est directeur de cabinet du président du CIMEG. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires, Messieurs les représentants des collectivités, c'est avec plaisir que je représente le président Daniel Dulac, qui a dû, me dirais malheureusement, partir sur d'autres obligations. Et moi-même, je vous présente mes excuses parce que j'ai eu une crevaison ce matin en venant, donc il fallait aussi réparer ce petit bobo. Ceci dit, le CIMEG, comme l'a dit il y a un instant M. Avognon, le CIMEG représente les 32 communes de Guadeloupe qui, par délibération, ont transféré leurs compétences, leurs propriétés du réseau. Donc aujourd'hui, nous intervenons pour le compte de ces 32 communes, notamment en ce qui concerne, je dirais, des extensions ou des renforcements de réseau sur le territoire. Et c'est ainsi que bon nombre de communes, d'administrés ou de pétitionnaires, quand ils ont un besoin, font appel au CIMEG et nous mettons en œuvre cette difficulté. Ce qui me permet de rebondir tout de suite sur la question des délais. Comme vous le savez, très souvent, le réseau est un réseau aérien ou un réseau enterré, mais le réseau est amené à utiliser la propriété d'autrui. Et nous sommes dans l'obligation de disposer d'une convention, d'un accord du propriétaire foncier pour pouvoir créer ce réseau. Et là encore, c'est une difficulté car très souvent, bon nombre de nos compatriotes acceptent tant bien que mal ou refusent systématiquement. Et quand nous sommes confrontés à un refus de passage, nous sommes obligés d'utiliser une procédure relativement longue qui est la DUP, la déclaration d'utilité publique. Donc tous ces éléments mis bout à bout peuvent entraîner des retards en matière d'extension ou de création des conditions pour un raccordement optimum. L'autre élément sur lequel nous intervenons au niveau du CIMEG, par l'intermédiaire de la SEM Guadeloupe ENR, nous intervenons aussi sur les énergies renouvelables. La SEM Guadeloupe ENR, qui est un acteur majeur notamment sur les éoliennes de Sainte-Rose, a travaillé avec Valorem à l'implantation et la réalisation de ce projet qui apporte un certain nombre de satisfactions dans le pays. Et enfin, je dirais que nous avons conventionné avec l'ADEME, qui est juste à côté, une convention intitulée « Les générateurs ». Et il s'agit pour nous, SEM, d'accompagner les collectivités dans tout le volet pédagogique ou le volet, je dirais, sensibilisation aux ENR. Alors c'est vrai que la convention a souffert cette année, on va dire depuis la fin 2022 jusqu'à aujourd'hui, d'une difficulté de mise en œuvre, tout simplement parce que le salarié qui travaillait sur ce projet à la SEM a démissionné pour des raisons personnelles. Et là, nous allons renoncer. Je me retourne vers M. Roche pour le lui dire à voix haute, parce qu'il a déjà reçu un courrier du président. Dès le 1er juin, nous serons en mesure de relancer ce partenariat. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade, Monsieur le Ministre, de l'intervention du CIMEG. Et dans le cours du débat, nous interviendrons s'il y a lieu pour apporter d'autres compléments. Enfin, Monsieur Avognon l'a dit, l'EDF intervient en tant que concessionnaire du réseau. Nous sommes justement en ce moment en phase de finalisation du renouvellement de la concession, de la convention, et les choses se passent très bien entre les deux entités. Merci. Merci beaucoup. On a déjà pas mal engagé l'échange avec le public au moment du départ du directeur d'EDF. Il faut qu'on respecte raisonnablement notre timing. Peut-être une ou deux questions puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. Monsieur, tout en haut. Allez-y, parlez haut et fort.
Ah, vous avez un micro. Non, bonjour, en tout cas merci pour ces échanges ultra constructifs et avoir une véritable vision de ce que peut être la Guadeloupe d'ici 10 à 15 ans, en tout cas dans une vision long-termiste. J'aurais une question. Merci de vous présenter. Oh, c'est pas très important, je suis là en tant que citoyen. Je veux Très pas bien. me mettre en tant que chef d'entreprise ou quoi. Vraiment, Mais vous pouvez vous présenter comme ça. Voilà, tout à fait. Donc citoyen engagé et consomme acteur. J'avais une question, alors en tout cas pour la transformation de la mobilité électrique individuelle en Guadeloupe, c'est très intéressant ce qu'il y a. Après, la question des usages de remplacer le parc auto à 1 pour 1, c'est questionnable. J'avais envie de connaître la vision qu'il y avait au niveau des documents, alors que ce soit dans le cadre du PPE ou autre, de la mobilité collective, les plans en tout cas qui étaient assujettis à ces problématiques ou enjeux, et ensuite à la mobilité douce également. Si vous avez le temps, j'ai aussi une autre question subsidiaire, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Qu'en est-il, alors les solutions de stockage que vous avez présentées, notamment via des solutions batterie lithium-ion plus STEP, qu'en est-il de l'analyse du cycle de vie donc, de ces matériaux en termes de réemploi, de recyclage et de valorisation? Voilà, je vous remercie. La deuxième question est une question importante qui me paraît très au-delà, avec tout le respect que j'ai pour nos amis de la Guadeloupe. Je pense que sa réponse va au-delà de la Guadeloupe. Peut-être, monsieur le directeur, on peut se concentrer sur la première question. Un petit mot, malheureusement, je m'attacherai à rester dans mon champ de compétences, n'étant pas en charge du transport au sein du conseil régional, mais néanmoins vous donner quelques lignes directrices. Effectivement, la mobilité électrique s'impose au monde. La Guadeloupe ne fera pas bande à part. Effectivement, elle arrive, elle rentre, on le constate, hein, nous sommes dans une économie de marché. Un véhicule électrique qui rentre en Guadeloupe ne reste pas en concession aujourd'hui. Hein. Donc, que devons-nous faire? Eh bien, fermer les yeux, dire non, non, on ne veut pas de ça, non. Préparer les conditions pour le faire, effectivement, c'est notre rôle. Donc, c'est pour ça que le conseil régional s'est très tôt saisi du sujet, il y a bientôt plus de 2 ans, a lancé et est en train de finaliser l'élaboration de ce qu'on a appelé le schéma de déploiement du véhicule propre, qui fait un peu le croisement entre les scénarios d'intégration du véhicule électrique en Guadeloupe et les éléments à mettre en place pour pouvoir s'y adapter dans les meilleures conditions. Donc ça passe déjà, on l'a dit, par éviter ce qu'on pourrait qualifier de non-maîtrise de l'appel de puissance de ces véhicules, qui générerait des coûts et des émissions de gaz à effet de serre non maîtrisables. Donc ce schéma prévoit des éléments techniques pour le raccordement, pour aussi offrir au territoire un service de recharge en accès public H24, avec un objectif de plus de 1000 points de recharge déployés en Guadeloupe et qui répondront à un cahier des charges de recharge qui vise à maximiser l'utilisation des énergies propres produites localement dans la recharge de ces véhicules. Donc, ce n'est pas la collectivité régionale qui va installer toutes ces bornes, c'est bien l'écosystème local qui se saisira de cette opportunité. La région n'y sera pas étrangère. Mais effectivement, ce déploiement du véhicule électrique sera, si ce n'est accompagné, mais en tout cas encadré pour qu'il se passe dans les meilleures dispositions. Mais il ne s'agit pas de se satisfaire de cela. Le véhicule électrique, certes, va nous permettre de faire redescendre ces courbes qui ont été présentées sur la consommation d'énergie fossile. Il y a toute la mobilité en Guadeloupe qui est à repenser. Et donc, dans les appels à projets auxquels la collectivité régionale a répondu avec le SMT, avec Route de Guadeloupe, il y a ce projet de transport en commun en site propre, avec l'émergence de certains pôles multimodaux qui vont permettre effectivement de faire se croiser des grands axes de transport interurbains comme ceux qui ont été lancés récemment par le Conseil régional, pouvoir se croiser avec les transports urbains, offrir des solutions pour le dernier kilomètre. Il y a aussi ces trams vélos qui sont en train d'émerger en Guadeloupe, des études stratégiques pour redonner de l'espace piéton dans toutes les zones qui s'y prêtent. Là aussi, on compte beaucoup sur l'ADEME et les financements, les appels à projets qui sont lancés. Donc effectivement, la région, mais aussi les communautés d'agglomération qui sont en pleine compétence sur ces sujets-là, ont répondu à certaines choses. La Route de Guadeloupe se verra très prochainement dotée d'un chargé de mission vélo, donc qui aura d'une mission, c'est même pas un chargé de mission, d'une mission vélo, qui va pouvoir justement se donner les pleins moyens de donner à la Guadeloupe ces orientations.
Et enfin, l'outil majeur de cette affaire, c'est le schéma d'aménagement régional, sur lequel le Conseil régional a acté l'entrée en révision il y a 1 an. Aujourd'hui, les travaux ont commencé, donc la César, la commission extra-régionale, je n'ai plus le terme, mais du schéma d'aménagement régional, se réunit, travaille, et clairement le transport fait partie d'un des axes majeurs pour pouvoir donner sa chance à ceux qui n'ont pas la chance aujourd'hui de pouvoir se déplacer comme ils le souhaiteraient. C'est aussi l'un des objectifs. Merci, monsieur le directeur. Encore une remarque et une question en fait que je vais me permettre d'ajouter. Une remarque, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des appels à projets et des financements européens, mais avant, vous souhaitiez... Allez-y, monsieur, pardon. Juste une toute petite incidente sur l'aspect batterie. On pose souvent la question. Donc l'ADEME, les directions régionales Guadeloupe, Martinique et Guyane sont en cours de réalisation d'une étude locale pour regarder les filières de valorisation de ces batteries, en tout cas d'allongement de la durée des batteries. On imagine par exemple que les batteries de véhicules pourraient devenir batteries stationnaires, mais encore faut-il regarder les conditions économiques possibles. Et puis ensuite, les éventuelles réexpéditions vers les continents, vers l'Europe en particulier. Là aussi, la Guadeloupe ne sera pas extérieure au montage de filières qui seront plutôt sur les grands centres industriels, hein, on est clair. Mais en tout cas, on est en train d'étudier cette question-là parce qu'on nous la pose extrêmement souvent et on espère des conclusions avant la fin de ce semestre. C'est en effet une question importante. Merci de cette précision. Donc, je voulais juste dire qu'à la FEDOM, nous travaillons actuellement, et on a rencontré récemment la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Mme Vargon, sur la question de la compatibilité et du cumul possible de financement européen et d'aide fiscale à l'investissement de l'État, sur lesquels on a le sentiment qu'il y a un certain nombre de sujets un peu d'autoblocage qui se sont produits ces dernières années, sur lesquels le sujet mérite en tout cas d'être fouillé avec la Creux, sans trop rentrer dans la technique. Ce qu'on a compris, sous le contrôle de Laurent Renouf et de Samy Chemali, Laurent le délégué général, Samy chargé de mission à la FEDOM, que je remercie encore pour la préparation de cette séquence avec les collaborateurs de l'UDE ici en Guadeloupe. La Creux nous explique qu'elle tient compte des aides fiscales à l'investissement pour fixer ses tarifs de rachat. Et ensuite, on nous explique que les tarifs de rachat ne seraient pas cumulables avec les aides fiscales à l'investissement. Donc sur ce sujet, ça pose une difficulté, qui est une difficulté assez connexe d'une difficulté qu'on a entre financement européen et aide fiscale à l'investissement dans certains cas. Ça, c'était un peu une remarque boutique. Et si je peux vous solliciter, monsieur le directeur de la région, encore, sur une question qui est celle, vous avez évoqué tout à l'heure les demandes d'habilitation en matière de maîtrise de l'énergie, en particulier sur le stockage. Quid de l'extension de cette pratique d'habilitation et d'éventuelles demandes d'habilitation de votre part sur le volet de la production? Merci beaucoup. L'habilitation énergie du Conseil régional, effectivement, s'est orientée sur les sujets qui ont fait l'objet de diagnostics qui montraient que nous étions aux limites de nos capacités pour pouvoir atteindre un objectif. Voilà, c'est ça qui a motivé l'affaire. Le développement des énergies renouvelables aujourd'hui se passe assez bien dans tout ce qui se passe sur le réseau. On est même au-devant d'objectifs dépassés. Donc c'est un peu, dans un premier temps, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on n'est pas entré clairement là-dessus. Ensuite, et je saisis effectivement l'opportunité de dire que nous y sommes par contre allés dans l'optique d'encadrer ce qui se passait, puisque à une époque où le photovoltaïque était particulièrement rentable, dans les années, avant qu'un coup d'arrêt soit mis dans les années 2009, il y a eu des développements qui ont été faits sans que le territoire ne soit associé. Donc on assistait un peu spectateur à l'installation de champs photovoltaïques sur des terres qui étaient parfois remarquables. Et donc on s'est saisi de cette habilitation pour instaurer une spécificité en Guadeloupe qui s'appelle la commission photovoltaïque éolien de la Guadeloupe, où sont présents l'association des maires, les élus, le conseil régional bien sûr, le syndicat
d'électrification, le gestionnaire de réseau, l'État, l'ADEME, un peu toute une représentation de cet écosystème, les chambres consulaires également, le conseil départemental, et qui se réunissent pour examiner tous les projets de production photovoltaïque et éolienne en Guadeloupe, qui émettent un avis, et j'insiste... Votre habilitation permettait d'entrer sur ce terrain. Absolument, absolument. Et cette habilitation, on est arrivé à ce que cette commission émette un avis à l'endroit du conseil régional, et l'avis du conseil régional est un avis conforme. Donc, pas de raccordement pour ces projets s'ils n'ont pas l'avis favorable d'une représentation du territoire. Et ça, effectivement, c'est une avancée pour le territoire que beaucoup nous envient.